Bonjour à toutes et à tous, c'est un véritable plaisir de voir que vous êtes aussi nombreuses, aussi nombreux ici à Nantes. Et je redis ce que j'ai déjà dit dans un autre amphithéâtre, personne d'autre que vous est capable de faire ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Oui, ça participe à une démonstration de force. Une démonstration de force qui, à minima, prouve que l'on est en capacité d'intéresser. Une démonstration de force parce que nous n'avons aucune naïveté. Beaucoup de personnes qui sont ici, vous partagez à peu près l'idéal commun que nous portons. Et il peut y avoir des personnes qui ne sont pas forcément d'accord ou pas d'accord avec tout, et c'est très bien. Et ça fait partie du combat politique. J'aimerais commencer aussi par parler de ce qui s'est passé à la mosquée de Cherbourg, où une personne a tiré sur la mosquée. Et je veux apporter ici notre soutien à toutes les personnes qui sont victimes d'attaques, d'insultes, en raison de leur religion. Particulièrement ces derniers mois, certains ont tenté d'allumer le feu des haines religieuses à travers les conflits mondiaux ou même à travers beaucoup de mensonges qui existent actuellement dans ce pays. Et parfois même, ils ont retourné ces accusations contre nous. Je veux aussi affirmer, en plus de notre soutien, que toute personne qui se trouve être attaquée en raison de sa religion se trouvera à ses côtés pour la défendre. Et je suis certain que c'est le cas pour toutes les personnes qui sont présentes dans cet amphithéâtre ici à Nantes. Maintenant que cela est commencé, j'aimerais aussi... voilà, j'ai lu des articles et j'ai entendu, et c'est un débat qui est très très important, des personnes dire que cette tournée des facs, il y aurait un problème. Elle poserait un problème sur la neutralité qui devrait prévaloir dans les universités. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord pour que l'on dise que l'université est un lieu où on n'a pas le droit de faire de politique. Je ne suis pas d'accord pour qu'on voit l'université comme un lieu fermé, qui n'intervient pas à l'extérieur et où il ne se passe rien à l'intérieur. Je suis très très heureux de voir Michaël Zemmour être intervenu ce matin sur une chaîne télé pour aller dénoncer ce que le gouvernement fait par rapport à la réforme de l'assurance chômage. Michaël Zemmour qui, parce qu'il fait des recherches à l'université, a pu dénoncer ce qui s'est passé au moment de la réforme des retraites où ils avaient menti et où la réforme était finalement déficitaire. Je suis heureux qu'on ait un universitaire comme Michaël Zemmour, qui est d'ailleurs le seul Zemmour qu'on apprécie, vous en conviendrez, mais je suis heureux d'avoir cet universitaire qui intervienne pour faire de la politique. Je suis heureux d'avoir une universitaire comme Julia Cagé qui écrit des bouquins passionnants, intéressants, aussi pour dénoncer ce qui est en train de se passer avec la concentration des médias. Je suis heureux de voir des universitaires intervenir dans la politique. Et je suis aussi heureux de voir que vous-même, vous faites de la politique. Parce que l'université est un lieu dans lequel il y a de la politique. C'est un lieu dans lequel on réfléchit, on enquête, on discute, on débat. C'est un lieu qui réfléchit sur la société. Et méfiez-vous. Parce que quand des personnes viennent dire que l'université serait un lieu dans lequel on n'a pas le droit de faire de politique, ça me fait penser avec un autre lieu, c'est-à-dire les lycées, qui aujourd'hui sont réprimés dès lors qu'ils décident de bloquer. Et les blocages de lycées et d'universités sont les seuls outils dont dispose la jeunesse scolarisée pour entamer un rapport de force avec le gouvernement. Chaque fois que des personnes viennent dire que vous n'avez pas le droit de faire de politique, rappelez-leur, il n'existe aucun endroit dans la République française où les citoyennes et les citoyens n'ont pas le droit de faire de politique. Et quand ils s'attaquent aux endroits où la jeunesse est scolarisée et qui disent « non, pas de politique ici », c'est parce qu'au fond, ils vous interdisent quelque chose. Ils vous interdisent le droit à la conflictualité. Parce que c'est ça, Emmanuel Macron. Vous vous rappelez les marches climat? Les marches climat, vous aviez eu des millions de jeunes qui s'étaient organisés partout à travers le monde. Jamais fait, hein. Vraiment, incroyable. Et puis nous, à ce moment-là, Gabriel Attal, qui arrive au milieu de la manifestation, on se dit « mais qu'est-ce qu'il fait là ?» Et lui, il dit « ah mais les jeunes, ils manifestent pour nous soutenir, ils veulent juste qu'on aille plus fort, plus loin. » Et en fait, je vous donne cet exemple pour vous montrer que le gouvernement nie votre droit à la conflictualité, nie votre droit au désaccord. Et la preuve ultime de tout ça, c'est le service national universel. Parce que quand la seule réforme qui est proposée par le gouvernement pour dire « allez-y les jeunes, engagez-vous », c'est une réforme qui consiste à tous vous mettre avec les mêmes uniformes, à tous suivre les mêmes modules, où jamais une seule fois la question de la conflictualité est abordée, eh bien c'est parce qu'il nie votre droit à la conflictualité. Il nie votre droit au désaccord, il nie votre droit à la politique. Alors je le redis, l'université, comme tous les endroits de la République française, est un endroit dans lequel on a le droit de faire de la politique et il n'y a aucun endroit où la jeunesse n'a pas le droit de faire de la politique et de toute façon, même s'ils cherchaient à nous l'interdire, la jeunesse continuerait de faire de la politique. Alors, vous l'aurez remarqué,
Aujourd'hui, je vais être honnête, j'ai la banane. Parce que j'étais à l'Assemblée nationale juste avant, où j'ai posé une question au gouvernement, parce que ça fait voilà, un peu plus de 10 jours que j'ai décidé de me battre sur quelque chose qui m'a paru aberrant, c'est le fait que les lycéens de la voie professionnelle n'aient pas été gratifiés pour leur stage. Alors, cette gratification, c'est n'importe quoi. On parle de lycéens qui sont payés 1 à 5 euros de l'heure. On parle de lycéens qui ne sont pas accompagnés pour trouver leur stage, ou parfois, vous savez, les chefs d'établissement, ils font du mieux qu'ils peuvent, mais ils n'ont pas de moyens. Et donc, quand vous êtes un lycéen qui vient du lycée Stanislas, vous avez les contacts. Donc, du coup, vous trouvez facilement le stage. Mais dès lors que vous venez d'un milieu populaire, c'est beaucoup plus difficile de trouver le stage qui vous convient. Et donc, du coup, parfois, vous arrivez dans une entreprise qui n'a rien à voir avec votre cycle d'études. Vous en avez qui m'ont témoigné le fait qu'ils ont passé le balai pendant leur stage pour 1 à 5 euros. Mais en plus d'avoir un système de stage de la voie professionnelle qui, en plus de ça, est mal accompagné au niveau de quel stage peuvent faire les jeunes. Et en plus de ça, seulement 1 à 5 euros. Alors qu'en vrai, nous, ce qu'on souhaite, c'est que les jeunes ils soient dans des ateliers. C'est dans les ateliers que doivent se former les jeunes. Et bien, en plus de ça, ils ont manqué de verser cette gratification de 7 mois. Ça fait 7 mois que les lycéens de la voie professionnelle n'ont pas vu leur gratification versée. Alors ils m'ont dit ça, j'ai été choqué, j'ai décidé de les embêter, vous savez que je sais faire. Et puis j'arrive à l'Assemblée nationale et donc je pose tout en finesse et en calme. Ma question a pris donc du coup non, je voulais poser ma question à la ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, qui a brillé par son absence. Si quelqu'un a déjà vu Nicole Belloubet, sincèrement... Je suis vraiment preneur de savoir où est la ministre de l'Éducation nationale. Et donc du coup, c'est Prisca Thévenot, la porte-parole du gouvernement, qui me répond. Prisca Thévenot qui est réputée pour son incroyable bilan sur la jeunesse, parce que je rappelle, elle a été ministre de la jeunesse. Et pendant que vous galériez aux distributions alimentaires, Prisca Thévenot était en train de travailler sur le service national universel qui coûte 3 milliards par an. Hein. Voilà, on connaît les priorités de madame. Et donc madame arrive et dit, alors que je lui pose la question, madame, ça fait 7 mois que les lycéens ne sont pas payés, bon je déroule mon truc, et elle me répond... avec oh sincèrement je suis pas le pire dans cette assemblée, hein. Il y a Prisca Thévenot. Et elle me répond à la Prisca Thévenot. Mais alors, bon, à la limite qu'elle répond comme elle veut, mais surtout ce qui m'a intéressé c'est ce qu'elle a dit. Elle a dit vous êtes incompétent et ingrat. C'est l'hôpital qui se fout de la charrue avant les bœufs. Premièrement, nous, quand on sera au pouvoir, ils recevront une gratification, mais pas de 1 à 5 euros par mois, mais de 1158 euros. C'est-à-dire l'allocation d'autonomie qu'on veut placer au-dessus du seuil de pauvreté. Et croyez-moi, il n'y aura pas de retard. Deuxièmement, ingrat. Elle me dit oui, mais vous avez voté contre la réforme de la voie professionnelle. Bah oui, bien sûr, parce qu'on n'est pas d'accord avec ce que vous êtes en train de faire avec la voie professionnelle. Déjà, premièrement, parce que l'orientation scolaire aujourd'hui n'est pas au niveau pour pouvoir permettre de montrer aux élèves les différentes filières passionnantes, intéressantes, incroyables, pour celles que je découvre encore aujourd'hui. Et puis aussi parce que, voilà, nous, on disait, cette gratification, cette manière de faire avec la voie professionnelle, on n'est pas d'accord. Bon, tant mieux, j'ai posé ma question, je suis heureux, hop. Et là, voilà que Yael Braun-Pivet commence à arriver et commence à m'engueuler. Mais je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Donc du coup, elle commence à dire « Vous ne respectez pas l'Assemblée nationale ». Pardon, c'est la dame qui a étouffé l'affaire Benalla quand elle était présidente de la commission des lois et c'est celle qui nous a empêché d'avoir un vote sur la réforme des retraites. Alors pardon, madame la présidente de l'Assemblée nationale, soutien total et inconditionnel à Israël qui a le droit de se défendre. Je n'ai pas le sentiment que c'est moi qui représente mal l'Assemblée nationale. Mais... Voilà que, bon, écoutez, j'ai l'habitude, je m'embrouille avec une autre ministre, je vous passe l'histoire, et voilà que j'ouvre mon téléphone et que je vois la reprise qui est faite par les médias. Louis Boyard, sanctionné par Yael Braun-Pivet, Louis Boyard repris, et je me dis, mais attendez, ça fait 7 mois que les lycéens de la voie professionnelle, ils n'ont pas leur gratification. J'arrive à l'Assemblée nationale, je pose le sujet, le gouvernement s'engage, il s'est passé quelque chose, il y a un fait politique. Et qu'est-ce qu'on retient? Je leur plais pas. Ma manière de faire n'a pas été assez bonne. Je n'aurais pas dû hausser le ton. Et je vous raconte cette histoire parce que s'il y a une leçon que je peux vous donner dans cette conférence, et c'est celle que j'ai appris en allant à l'Assemblée nationale, parce que j'ai toujours été un militant syndical, politique, c'est que ne cherchez pas à vous faire respecter par ces gens-là. Vous n'arriverez jamais à apparaître respectable à leurs yeux. Ne cherchez pas la respectabilité, ne cherchez que la victoire. Ne cherchez que la victoire.
On parle là de lutte politique. Et dans une lutte politique, il y a une lutte. Il y a un gagnant, il y a un perdant. Et en l'occurrence, dans ma lutte politique, j'ai choisi d'être le gagnant. Je suis heureux d'avoir permis d'obtenir cet engagement pour la voie professionnelle. Et je suis heureux des futures luttes politiques que l'on gagnera en haussant le ton, en étant peut-être pas assez gentil ou sérieux à leurs yeux. Mais à la fin, on finira quand même victorieux. Et s'il y a bien une lutte dans laquelle j'ai l'intention à ce qu'on soit victorieux, et c'est celle qui vous concerne pour beaucoup parmi les étudiantes et les étudiants, c'est celle par rapport à ce qu'ils sont en train de faire avec le système scolaire. Le système scolaire tel que nous on l'a connu parce qu'on a à peu près le même âge, et celui tel que vont le vivre nos petits frères, nos petites sœurs, et tel que d'ailleurs ont pu le connaître nos parents, ça n'a rien à voir. Ils sont en train d'organiser la pénurie dans l'éducation nationale et dans l'enseignement supérieur. Je mesure mes mots, ils sont en train d'organiser la pénurie. La France est l'un des pires pays du point de vue du nombre d'élèves par classe, parce qu'il manque de moyens. Et donc, ils disent, mais attendez, il manque de moyens, donc on doit tout réorganiser sur la base du manque de moyens. Et c'est pour ça que vous arrivez avec une réflexion géniale. Si jamais on mettait des collégiens dans des classes un peu plus réduites, ils apprendraient mieux. Donc vous pourriez recruter des professeurs. Non, ces gens décident de faire des groupes de niveau. Les groupes de niveau, il faut mesurer ce que c'est. C'est la fin du collège unique, d'accord ? Vous allez avoir des élèves qui vont être mis dans des catégories, parce que j'ai parlé avec un collégien et ils utilisent eux-mêmes des mots très durs vis-à-vis de l'étiquette qu'ils mettent sur les groupes de niveau, parce que la ministre de l'Éducation nationale et le Premier ministre ne sont pas d'accord sur comment les appeler. Les professeurs sont totalement désemparés face à cette situation. Ils disent on ne veut pas faire les groupes de niveau. Pédagogiquement, ça n'a aucun sens. Vous désorganisez tout l'emploi du temps. On n'a pas les moyens de le faire. Mais ces groupes de niveau, c'est le début d'une sélection. Une sélection qui commence notamment dès le collège, parce qu'ensuite vient la troisième, au moment où vous avez le premier conseil de classe. Et ce n'est pas vrai de dire qu'aujourd'hui, dans les conseils de classe, c'est l'élève qui a le dernier mot. Aujourd'hui, il y a une orientation forcée, subie par nombre d'élèves. Et je suis choqué de voir à quel point l'orientation dans le système scolaire est marquée par un mépris de classe, un sexisme et un racisme qui justifient beaucoup de problèmes dans l'éducation nationale. Puis ensuite vient le lycée, où vous avez par exemple la voie professionnelle, qui, je le redis, est une voie qui est vraiment incroyable. Mais le problème avec la voie professionnelle, c'est premièrement, le peu de moyens qu'ils y donnent, le fait qu'ils essaient de la détruire au profit de l'apprentissage, le fait qu'ils s'attaquent aux qualifications, et le fait aussi qu'ils ne font rien pour essayer d'avoir un système d'orientation qui justement raconte ce qu'est réellement la voie professionnelle, et donc la valorise par ce qu'elle est. Et la voie générale, même chose. Vous allez dans la voie générale, vous n'avez pas toutes les mêmes spécialités dans les lycées. Bah oui, parce que tous les lycées pourraient avoir les mêmes spécialités. Vous savez, il y a marqué égalité à l'entrée des écoles. Sauf que vous allez dans un lycée de banlieue ou vous allez dans un lycée de la ruralité. Nous n'avons pas toutes et tous les mêmes moyens dans les mêmes écoles, qui est censé être le pilier de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Et donc, non seulement il y a la compétition entre les lycées sur les différentes spécialités, mais même au sein du lycée, les élèves se battent pour avoir les bonnes spécialités. Pourquoi ? Parce que tous ces systèmes est calqué sur ce point final, qui s'appelle Parcoursup, dans lequel les choix d'orientation que vous avez faits à 13-14 ans vont être déterminants sur la formation qui déterminera vos fonctions dans tout le reste de votre vie. Et Parcoursup est marqué de tri social, est marqué de l'angoisse des élèves, pour qui ce n'est pas un jeu, pour qui c'est toute leur vie. Et tout ça est organisé pour une raison. Il manque des places à l'université, il manque des places et des professeurs au lycée, il manque des places et des professeurs au collège. Ils ont organisé la pénurie pour à la fin créer une espèce de machine d'abomination qui s'appelle Parcoursup et qui s'occupe de trier des jeunes gens pour savoir quelle formation ils ont envie de faire dans leur vie. L'éducation devrait être libre et accessible à toutes et tous. Sinon, la promesse qu'ils vous font, en vous disant « vous inquiétez pas, la France est une méritocratie », tout le monde a les mêmes chances à l'école, parce que vous organisez la pénurie. Vous êtes les premiers à prouver que la méritocratie est un mensonge. Et nous, une fois que nous serons au pouvoir, nous mettrons le nombre de professeurs qu'il faut dans l'éducation nationale, il en faut 100 000 de plus. Et des personnes nous interrogent, qu'est-ce que vous ferez face à Parcoursup? Par quoi est-ce que vous le remplacez? Réponse très simple, on le remplacera par rien. On ouvrira des places. On mettra fin au système de sélection. Et alors, parce que là, du coup, on est toujours sur l'image qui dit « Non, mais de toute façon, les jeunes, vous savez, si vous ne les stimulez pas dès l'éducation nationale, ils n'auront pas envie de bosser. » Et alors là, il y a une vague de panique parmi les politiques, de droite, je le précise. Des jeunes démissionneraient de leur boulot. Des jeunes parleraient de bullshit job. Ah, les jeunes ne voudraient pas travailler. Ah, les jeunes sont contents de rien. Ah, la santé mentale des jeunes.
on a un peu un sentiment de ne pas être compris. Il y a aussi un sentiment de ne pas être représenté. 70% des jeunes estiment ne pas se sentir représentés politiquement. Nous, on a envie de travailler. Ce n'est pas notre problème. On a envie de travailler. Mais on n'a pas envie de bosser dans la com et dans le marketing d'une entreprise comme Total. Nous, quand on parle de travail, on pense au fait qu'on a besoin de préserver les terres et d'avoir une agriculture paysanne qui nous permette de préserver les terres. On a besoin de 400 000 agriculteurs de plus. Nous, quand on en parle de travail, on a envie d'éduquer, on a envie de soigner. Ça tombe bien. Il y a besoin de 100 000 soignants de plus, il y a besoin de 100 000 professeurs de plus. Nous, quand on nous parle de travail, on a envie d'affronter le dérèglement climatique. Ça tombe bien, il va falloir massivement investir dans le fret ferroviaire. Donc on a besoin de former massivement des cheminotes, des cheminots. Nous, quand on nous parle de travail, on voit des personnes qui dorment dans la rue et on est incapable de comprendre comment est-ce que c'est encore possible que dans un pays comme la France, il y ait encore des gens qui dorment et qui meurent de la rue. Nous, quand on nous parle de travail, on a envie de construire des logements, on a envie de participer à tout ça. Autrement dit, le rapport entre notre génération et le travail n'est pas uniquement basé sur leur fantasme d'une jeunesse flemmarde, c'est la question du sens qu'on veut donner à la société, la question du sens qu'on veut donner à l'avenir. Le travail est un rôle essentiel dans la société, c'est y compris notamment sur ça que se construit la société avec plein d'autres choses. Vous avez la famille, le loisir, beaucoup d'autres choses. Mais le travail aujourd'hui, on aimerait qu'il ait du sens. Et pour qu'il ait du sens, on va avoir besoin d'investir massivement. Quand je vous dis massivement, je vous parle de 100 milliards d'euros. Mais dès lors que vous investissez 100 milliards d'euros, vous sortez de la crise dont ils sont en train de vous parler. Cette crise, c'est celle où ils vous disent « Attendez, il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État, la croissance n'est pas assez forte, donc il va falloir faire des économies. » Alors les économies, vous savez c'est quoi la première dépense de l'État? Alors les gens disent l'éducation nationale, peut-être l'armée, c'est vrai qu'ils ont augmenté le budget de l'armée. Le premier budget de l'État, 200 milliards d'euros, aide publique aux entreprises. Bernard Arnault touche des aides publiques aux entreprises. Vincent Bolloré touche des aides publiques aux entreprises. S'il y a des économies à faire quelque part, c'est sur les 200 milliards d'euros d'aide aux entreprises qui sont notamment donnés à l'homme le plus riche du monde et à la femme la plus riche du monde. Parce que quand on vient me dire... Parce que ensuite, quand on vient me dire la France est un enfer fiscal, en France ce n'est pas possible parce qu'il y a trop les impôts, patati patata. Mais attendez, pourquoi la France qui est un enfer fiscal voit l'homme le plus riche du monde et la femme la plus riche du monde? Parce qu'ensuite arrive la deuxième dépense de l'État, 100 milliards d'euros, exonération. Les exonérations, c'est un plan incroyable. Vous êtes censé payer des impôts, vous ne les payez pas. Deuxième dépense de l'État. Mais où est-ce qu'ils vont faire des économies? Pas sur les exonérations, pas sur les aides publiques aux entreprises. Ils vont les faire avec 1 milliard d'euros dans l'enseignement supérieur. Ils vont les faire sur l'hôpital public. Ils vont nous faire sur le service d'accès au travail. Ils vont vous le faire sur la prévention. En fait, ils vont le faire avec la seule richesse des personnes qui ont peu de richesse. Ça s'appelle le service public. Voilà où est-ce qu'ils vont faire leurs économies. Sauf qu'à la fin, quand vous avez les prix qui augmentent, mais derrière on dit on ne va pas augmenter vos bourses étudiantes. Quand derrière, vous avez les prix qui augmentent, mais on dit « Ah non, c'est pas le moment d'augmenter les salaires ». Quand derrière, vous avez les prix qui augmentent, mais on dit « Ah non, attendez, c'est pas le moment d'augmenter les aides ». Et bien à la fin, les gens, tout simplement, ils consomment plus. Les gens, ils se privent de manger. Les gens, ils vont dans l'ultra low cost. Les gens, ils voyagent pas. Les gens, ils vont pas voir leur famille. Et ensuite, vous avez l'économie qui est ralentie. Et plus vous avez l'économie du ralenti, plus ils vous disent qu'ils font des économies. Nous avons une alternative. Cette alternative, elle s'appelle la consommation populaire. Et dès lors que nous serons au pouvoir, nous injecterons 100 milliards d'euros dans l'économie pour relancer le fret ferroviaire, pour relancer l'éducation nationale, pour relancer l'hôpital public, pour relancer tout ce qui fait la richesse des personnes qui ont peu de richesse, mais qui surtout va relancer la consommation populaire et qui va faire qu'à la fin, les gens vont pouvoir trouver du travail. Parce que croire qu'il suffit de traverser la rue pour trouver du boulot, ça c'est vraiment être le top des bureaucrates de l'Élysée. Et je terminerai sur ça. On vous dit tout le temps « Ah, mais attendez, il y a des emplois qui ne sont pas pourvus, les gens peuvent aller bosser dans patati, dans patata. » Très bien. Il suffit d'être un enfant de 5 ans pour comprendre ça. Si vous êtes Bruno Le Maire, vous ne comprendrez pas. Vous avez entre 350 000 et 400 000 emplois qui sont disponibles. Ce sont les chiffres du ministère du Travail. Vous avez 5 à 6 millions de personnes qui sont au chômage selon la manière dont on compte les chiffres, parce qu'à chaque fois, ils font des magouilles. Supposons que leur thèse, qui est de dire si les gens ne veulent pas trouver du travail, c'est parce qu'on leur donne trop d'assurance chômage, c'est les travailleurs qui cotisent pour cette assurance chômage, je le rappelle, supposons, 60% ne touchent pas l'assurance chômage alors même qu'ils sont au chômage, vous vivez toujours sous le seuil de pauvreté avec, mais supposons, imaginons que par la force, en attachant les gens et en les envoyant de force, vous trouviez à combler ces 400 000 emplois vacants.
qu'est-ce que vous ferez des millions d'autres personnes à qui vous aurez privé leur seule source de revenus et pour qui il n'y aura pas de travail? Si aujourd'hui on se retrouve à avoir des personnes qui sont sans emploi, c'est parce qu'il manque d'emplois dans ce pays. Et ces emplois, vous ne les trouverez pas ailleurs que dans le fret, dans l'hôpital, dans l'éducation, dans les champs, dans tout ce qui fait que le pays va pouvoir affronter le dérèglement climatique. Et mes amis, tout ça vous tire un fil. Parce que je vous parle du fait que les lycéens de la voie professionnelle soient méprisés. Je vous parle de l'orientation scolaire qui est subie. Je vous parle de la pénurie dans l'éducation nationale et du fait que, tout le monde n'est pas forcément victime de cette sélection puisque vous en avez qui vont tout simplement dans des écoles privées et qui du coup ne sont quasiment pas concernés par le système. Et de toute façon, s'ils l'étaient, ils ont qu'à aller dans d'autres boîtes privées qui seront en capacité de leur donner tout l'accompagnement possible. Je vous invite à visiter le lycée Stanislas ou les 2 arrondissements dans lesquels ont grandi Gabriel Attal et tous ses amis et vous comprendrez assez rapidement. Ça, c'est ce que pour qu'il y ait de l'éducation nationale. Quand je vous parle ensuite du fait que les salaires n'augmentent pas mais que les prix augmentent, du fait que la seule richesse des gens qui ont peu de richesse est en train d'être volée, du fait qu'ils s'attaquent aux chômeurs parce qu'il n'y a pas assez d'emplois, du fait qu'il n'y a pas assez d'emplois parce qu'aujourd'hui l'économie elle est gérée n'importe comment. Et quand je vous parle de lutte politique, il y a un fil qui se dessine. Mes amis, c'est celui de la lutte des classes. C'est ça le sens de ce siècle. Si vous voulez affronter le dérèglement climatique et tout ce qu'on aura à affronter dans ce siècle, vous ne le ferez pas sans le prendre par le bout de la lutte des classes. L'écologie sans lutte des classes, c'est du jardinage. Voilà ce qui est le sens des luttes de cette histoire. Alors, il y aurait de nombreux autres sujets à aborder parce que la lutte des classes, c'est pas tout ce qui existe dans notre mouvement social. Je sais que vous, parfois, vous avez le sentiment de ne pas vous sentir représenté par les institutions. Vous avez le sentiment que la Ve République ne vous ressemble pas. Et vous avez raison. Cette constitution a été faite en 1958, dans un moment où on n'avait pas Internet, on avait à peine conscience du dérèglement climatique, où les femmes avaient à peine le droit d'entrer dans la vie politique institutionnelle, où les mœurs n'étaient pas les mêmes. La société de 1958 ne ressemble pas à la société de 2024. Et c'est pourquoi, si jamais vous voulez faire la lutte des classes, vous avez besoin de mettre la règle verte dans la Constitution. Si jamais vous voulez que tout le monde ait un logement, vous devez garantir le droit au logement dans la Constitution. Si jamais vous voulez que tout le monde aille à l'école, alors vous devez garantir le droit d'aller à l'école dans la Constitution. Mais si vous voulez aussi une Constitution qui vous ressemble, alors il y a d'autres droits à conquérir. Par exemple, la constitutionnalisation de l'IVG, pas seulement pour la liberté, mais pour le droit à l'IVG. Le droit au genre. Le droit à l'égalité dans l'éducation. Je vous dis tout ça pour vous dire que l'un des moyens qu'on aura de conquérir cette société pour qu'elle nous ressemble réellement, ça passera par la réorganisation des institutions et par la 6e République. La 6e République, c'est la vôtre. C'est à vous de la construire. Et je ne vous ferai pas l'affront de vous dire que c'est uniquement par le vote que vous réussirez à changer les choses. Alors je vous invite à aller voter. Je n'ai pas le droit de dire pour quelle élection qui vont suivre parce que, histoire de campagne, c'est compliqué, c'est de l'administratif, voilà. Mais sachez qu'il y a des élections, que c'est très important d'aller voter à toutes les élections, mais que ce n'est pas que par les élections qu'on change les choses. Et que dès lors que vous vous retrouvez à avoir plusieurs centaines d'étudiantes et d'étudiants dans un amphithéâtre, à mes yeux, ça s'appelle une assemblée générale. Et que les assemblées générales ont souvent réussi à bâtir des sociétés qui leur ressemblent. Alors mes amis, mes chers camarades, je n'ai qu'une seule chose à vous dire, vous connaissez le chemin, faites mieux.